Dans l'œil du Var, l'infinie tristesse ce matin, ce petit matin presque ensoleillé, où il n'y a plus de terre ocre, où il n'y a plus Roland Garros. Non, 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 pas de tristesse, au contraire, plein de choses très, très positives à raconter sur cette quinzaine. On en fait le bilan tout de suite dans l'œil du Var. Alors après le premier tour, on avait fait un premier bilan qui était très positif, malgré les éléments qui étaient contraires, notamment la pluie qui a joué un sale tour aux organisateurs, qui a obligé à une organisation, une programmation très complexe. Heureusement, le deuxième toit est arrivé, vive les JO qui ont permis aussi cela. Le toit du Suzanne Lenglen a été essentiel pour que finalement, eh bien, tous les favoris jouent à peu près dans... Alors, les favoris sont favorisés, ça c'est un fait, de par leur statut de tête de série, Nadal peut en témoigner d'ailleurs. Le fait de tête de série fait que vous allez plus loin dans le tournoi, mais surtout vous jouez dans les grands cours, sur les grands cours, et donc dans des conditions qui vous permettent globalement d'avoir une programmation équilibrée et d'aller au bout du tournoi. Et le meilleur symbole de cela, évidemment, c'est cette finale. On va commencer par la finale. C'est à l'heure du bilan, c'est logique aussi, puisque c'est suite à la balle de match qu'on peut d'ores et déjà parler de cette édition 2024. Eh bien, la finale a été un symbole de cela, c'est-à-dire deux joueurs qui arrivent, deux joueurs d'abord de très haut calibre, des têtes de série de haut calibre. Je parle en homme, hein. En femme, évidemment, la finale était bien moins intéressante, comme vous le savez, avec une grande championne, c'est vrai, mais derrière une concurrence assez loin, même si la championne en question a quand même sauvé une balle de match au deuxième tour, on l'oubliera pas, contre Naomi Osaka, mais c'est à peu près le seul mot qu'on dira sur le tennis féminin à cet instant, parce que malheureusement le tournoi était bien moins passionnant en femmes. On dira juste que Swiatek est quand même une formidable joueuse de terre battue, qu'elle est une numéro 1 mondiale indiscutable, mais il manque une bonne dose de charisme à ce circuit féminin à l'heure actuelle. Et le symbole en a été qu'aucune night session n'a été consacrée au tennis féminin. C'est une petite faute des organisateurs, mais une faute compréhensible. Car honnêtement, en dehors du Osaka Swiatek qui a été un véritable sommet, est-ce qu'il n'était pas totalement prévisible parce qu'on ne savait pas très bien où on était Osaka. En dehors de ce sommet, honnêtement, il n'y a pas eu globalement un match intéressant dans le tennis féminin. C'est le fait. Cette époque, cette ère est défavorable au tennis féminin. Par contre, eh bien, la finale a été un symbole du fait que le tennis masculin, au contraire, se porte superbement bien. Car Carlos Alcaraz, on en vient tout de suite au vainqueur évidemment, est un formidable champion. C'est un joueur d'une variété, d'une créativité assez formidable. En cela, il me rappelle plus Roger Federer d'ailleurs que Rafael Nadal, contrairement évidemment aux comparaisons aisées. Avec Nadal, il a plusieurs choses qui le rassemblent, outre le fait évidemment qu'il soit fort sur terre battue, qu'il soit espagnol et qu'il ait cette qualité dès la jeunesse, dès la prime jeunesse. C'est vrai que Federer est sorti plus tard, Djokovic encore plus tard, et c'est vraiment le point commun entre Nadal et Alcaraz, c'est qu'ils sont tous les deux ultra performants jeunes sur 3 surfaces. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Carlos Alcaraz a déjà gagné 3 grands chelems, mais surtout il a gagné sur les 3 surfaces différentes qui peuplent le circuit masculin. Il a gagné sur herbe l'année dernière à Wimbledon, il avait gagné sur dur un an avant à l'US Open, et maintenant le voilà champion de Roland Garros sur terre battue. C'est assez exceptionnel qu'à 21 ans et quelques jours, il en soit déjà à avoir gagné des grands chelems, déjà 3 grands chelems, et sur 3 surfaces différentes, c'est assez phénoménal. Et ça reflète complètement la variété de son tennis. Il est capable d'être un formidable défenseur. Il a marqué quelques points essentiels sur des passings exceptionnels sur un Zverev qui est monté beaucoup plus au filet que d'habitude, qui nous a offert par sa qualité, une qualité de jeu, une finale finalement fort intéressante, même si elle a été dominée, il faut bien le dire, par le talent d'Alcaraz et puis par les intermittences aussi d'Alcaraz, car cette finale n'a pas été monochrome. Il y a eu des moments un peu bas, il y a eu des passages à vide. Alcaraz mène 5-2 dans le troisième, ce qui n'était pas tout à fait mérité d'ailleurs, mais il mène quand même 5-2, il est au bord de remporter ce troisième set et sans doute de s'offrir une victoire dans la foulée, au lieu de quoi il perd 5 jeux de suite et il offre le troisième set à un Zverev qui à ce moment-là était à son pic. Et puis Zverev a sans doute cédé un petit peu physiquement à ce moment-là. Il a eu besoin de souffler au quatrième, mais au cinquième, il est revenu, il s'est battu comme un chien.
Et finalement, il était face à plus fort que lui parce que Alcaraz a fait le rythme du match. C'est encore une fois vraiment une bénédiction pour le tennis qu'il arrive au moment où s'éclipsent petit à petit les trois anciens. Eh bien, c'est évidemment absolument merveilleux. On n'enterrera pas pour autant Djokovic. Évidemment, il est tout à fait capable de revenir et de gagner un voire deux grands chelems en cette fin de saison. Le seul regret qu'on pourra avoir sur cette fin de tournoi, c'est qu'il ait manqué justement Djokovic, qui s'est blessé donc au genou et donc n'a pas pu finir le tournoi, a fait forfait pour son quart de finale face à Rude. Et c'est éminemment dommage car vraiment on aurait eu un tableau parfait jusqu'au bout et on aurait pu vraiment savourer tous les meilleurs moments. Ça a été la seule absence notable de cette seconde semaine qui a été bonne. Il n'y a pas eu un suspense fou, mais il y a eu quand même ce sommet évidemment entre ceux qui sont aujourd'hui les deux numéros 1 mondiaux, enfin le numéro 1 et le numéro 2, les deux premiers joueurs mondiaux, pardon. En l'occurrence, Alcaraz contre Sinner. Sinner qui s'installe donc à la première place suite à la blessure notable de cette seconde semaine qui a été bonne. Il n'y a pas eu un suspense fou, mais il y a eu quand même ce sommet évidemment entre ceux qui sont aujourd'hui les deux numéros 1 mondiaux, enfin le numéro 1 et le numéro 2, les deux premiers joueurs mondiaux, pardon. En l'occurrence, Alcaraz contre Sinner. Sinner qui s'installe donc à la première place suite à la blessure de Djokovic, et Alcaraz avec sa victoire passe second. Djokovic n'est plus que troisième, mais encore une fois on sera loin de l'enterrer. Autre point positif, il y en a eu plein dans ce Roland-Garros, c'est globalement vraiment un Roland-Garros qui a profité à plein des nouvelles installations, du fait que les installations soient enfin finies, que les travaux soient finis. On a pu circuler, prendre plaisir sur un peu tous les cours. Moi, j'ai vu une multitude, je suis un adepte de la première semaine, moi, c'est mon truc, c'est la première semaine. Lorsqu'on découvre des joueurs, lorsqu'on voit des 5e sets acharnés à la nuit tombante ou à la nuit bien tombée. D'ailleurs, cette année, on a eu des fins de journée absolument géniales avec des matchs en 5 sets sur 3 ou 4 cours en même temps à 22h, et il fallait aller jongler pour voir un Kokinakis ou des joueurs comme ça en difficulté qui s'accrochaient. Rude qui a fait les 5-7, etc. Et on a vu tout ça, on a vécu tout ça avec grand bonheur, encore une fois, y compris les juniors. Moi, j'ai adoré le parcours du français franco-ivoirien Moïse Kouamé, qui a fait un superbe parcours à 14 ans. Il a montré un tennis de grande qualité et des qualités d'accrocheur assez génial. Vraiment, on a pris du plaisir absolument dans toutes les disciplines et à tout niveau de ce tournoi. Des points noirs? Oui, il y en a eu. Il y a eu ce gros point noir quand même de la programmation le jour de Djokovic. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était très difficile de faire autrement pour les organisateurs? C'est pas facile de se mettre à leur place. Mais évidemment, c'est des moments où on redouble de malchance, parce que c'est le jour où Zverev n'est pas dans un bon jour et est au bord de perdre contre Griekspoor et va au tie-break du 5e, donc allongeant forcément la D-Session énormément. Et puis on a casé un Dimitrov, la fin de Dimitrov-Bergs. À ce moment-là, juste pour commencer la 9 Session, c'était une mauvaise idée, surtout que Dimitrov traîne à gagner, et du coup Djokovic rentre sur le court à 22h45. On n'affirmera pas que c'est évidemment ce qui a causé la perte de Djokovic en termes de fatigue du genou, ou tout simplement parce que le court était moins bon forcément le soir. On n'affirmera pas, mais indubitablement, malgré tout, Djokovic n'était pas forcément dans son assiette le jour suivant, et face à Cerundolo, ça a lâché, ça a fini par lâcher, et le court, ils ont été plusieurs à s'en plaindre, y compris Alcaraz durant la finale. Autant dire que le court central a souffert des intempéries. Ça, c'est pas les organisateurs eux-mêmes, mais les intempéries ont fait mal, et le toit, évidemment, a des conséquences sur une surface qui n'est pas tout à fait égale à ce qu'elle est sur un autre court qui sera bâché pendant les périodes de pluie. C'est pas tout à fait la même chose, un court qui est sous toit, même si le toit est très haut, même si c'est pas comme une surface indoor, une terre battue indoor par exemple, qui sera beaucoup plus rapide. Là, on retrouve une surface qui ressemble, mais il a semblé dans les critiques d'Alcaraz que le court était quand même
très très dur, et ce qui veut dire qu'il ressemblait un peu à du ciment quand il manque de la terre battue, qu'on n'arrive plus tout à fait à garder le bon équilibre. Eh bien parfois les cours de terre battue peuvent se dégrader et ressembler à du ciment, ce qui évidemment change énormément les appuis, la vitesse de la balle, etc., etc. Ça a été le petit point noir. Je ne retiendrai pas le point qui a été relevé par tout le monde sur la double faute ou pas de Alcaraz à 15-40. Vous savez que je connais très bien ces outils de palette, de Hawkeye, de choses comme ça. Honnêtement, il y a des marges d'erreur. Même sur le Hawkeye, il y a des marges d'erreur, il n'y a pas de certitude. Donc l'animation vidéo qui nous a été montrée donnait une balle d'Alcaraz faute, mais faute de 2-3 mm. Or, la marge d'erreur de la machine, le Hawkeye, la marge d'erreur reconnue, mais à mon avis, parfois, il peut y avoir des petits glissements, mais la marge d'erreur reconnue est de 3 mm. Donc, il n'y avait peut-être pas, finalement, cette double faute d'Alcaraz, et peut-être que il n'y a pas eu de faute d'arbitrage. En tout cas, voilà, c'est la vie, c'est humain. Ceux qui sont adeptes de technologie à tout crin, eh bien, vous serez heureux l'année prochaine, puisque tous les tournois seront arbitrés électroniquement. Reconnaissons que ça marche un peu partout, mais ce petit côté humain avec l'arbitre qui descend de la chaise pour regarder une marque nous manquera peut-être finalement du côté de Roland Garros. En tout cas, on a vécu une super quinzaine. C'était vraiment du super tennis et vraiment des heures des heures et des heures de grand plaisir à suivre sur tous les cours d'un bout à l'autre de Roland Garros, parce que maintenant vraiment tout est huilé et le fait que les travaux soient finis fait que du 14, qui est un génial stade qui chauffe, qui est une cuvette qui chauffe, au Simone Mathieu, qui est le plus beau cours du monde dans les serres d'Auteuil, eh bien on a pris grand plaisir, et j'espère que vous aussi vous avez pris grand plaisir en regardant ce Roland Garros, et vous pouvez évidemment donner votre avis, même s'il est contraire au mien.